Les couilles sur la table, épisode 26. Dans cet épisode, on va parler de catholicisme et on va parler de la masculinité des prêtres catholiques. On va le faire avec Jocelyn Tricou, qui est doctorant en sciences politiques à l'université Paris 8 au laboratoire L'Aigs. Bonjour Jocelyn Tricou. Bonjour. Alors Jocelyn, c'est la première fois dans l'émission que je vais tutoyer un invité, mais on a essayé de se vouvoyer et vraiment c'est pas possible. Donc je vais te tutoyer parce qu'en fait on s'est rencontrés il y a 2 ans dans un congrès d'universitaires à Louvain-la-Neuve. Tout à fait. Sur les masculinités non hégémoniques et on est devenus copains. Enfin on a bu quelques bières depuis, donc ça serait vraiment bizarre de te vouvoyer. Jocelyn Tricou, je t'ai invité parce que tu vas soutenir ta thèse au printemps. Comment ça va s'appeler ta thèse ? Ma thèse s'appellera « Des soutanes et des hommes ». Tu as passé des années à faire des centaines d'entretiens avec des prêtres. Tu as même donné de ta personne puisque tu as carrément participé à des camps de revirilisation catholique. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors pourquoi est-ce que c'est un sujet important ? Pourquoi est-ce qu'on en traite dans les couilles sur la table ? Parce que même s'il y a de moins en moins de catholiques, il y a quand même 65% des Français qui se déclarent catholiques en 2010. Donc c'est toujours la première religion de France. Mais il y a seulement 4,5% des Français qui sont ce qu'on appelle messalisants, c'est-à-dire qui vont à la messe au moins une fois par mois. Donc même s'il y en a de moins en moins, l'Église catholique, les prêtres, toute la culture catholique pèse énormément sur dans notre conception des genres, de la sexualité, et on est héritier de ça, donc c'est pour ça que c'est important de l'examiner et de le regarder. Oui, il y a tout un discours chez les catholiques autour de leur sentiment de devenir minoritaire, voire une minorité, ce qui permet aussi de récupérer des arguments des minorités réelles, en disant on est maltraité dans les médias notamment, etc. Il y a de la cathophobie. Voilà, tout ça. C'est évident que l'emprise de l'Église catholique a diminué dans la société française, mais l'empreinte est extrêmement claire, nette et précise. On le voit dans tout un tas de choses. Il suffit de regarder l'architecture. Tout village a son église en son centre. Il suffit de regarder le droit. Le droit issu de Napoléon était complètement pétri via Novalis, un très grand catholique, par les conceptions catholiques. Et c'est ce qu'on l'a vu avec l'histoire du mariage pour tous, c'est qu'il y a une conception de la famille extrêmement naturaliste dans le droit qui vient directement du catholicisme, etc. On le voit dans tout un tas de choses. Jean-Paul Willem, qui est un sociologue du protestantisme, lui, il parle de catholaïcité pour parler du régime de l'État, c'est-à-dire une laïcité. Formellement, il n'y a aucun lien et il n'y a pas de reconnaissance du culte catholique comme le culte de l'État, sauf qu'il y a plein de choses qui vont ensemble, qui sont congruentes. Par exemple, les jours fériés. Ce sont des jours, des fêtes ou le fait que tu ne peux pas aller quelque part en France sans entendre un clocher. Voilà, et par exemple aussi, 99% des établissements privés sous contrat sont des établissements catholiques qui bénéficient largement de l'État, etc., etc. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si l'emprise de l'Église est très faible, au sens, comme tu l'as rappelé, 4,5% de Français qui sont messalisants, l'empreinte est extrêmement forte, et on l'a notamment vu au moment de la manif pour tous. Donc c'était la manif contre le mariage. Voilà, contre la loi, le projet de loi d'élargissement du mariage civil aux couples de même sexe. On l'a vu parce que Philippe Portier, un politiste, appelle les athées dévots, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas croyants au sens où ils ne confessent pas la foi catholique, mais adhèrent parfois même sur le mode de l'évidence, à une conception catholique de la vie, de la famille, et qui sont allés manifester avec le noyau dur de la manifestation, qui était des catholiques confessants. Voilà. Très bien. Merci pour ce rappel et cette mise en contexte. Donc je trouve qu'on démarre tout de suite avec des questions naïves, mais qui me semblent importantes, dont j'ai su la réponse, je crois, mais que j'ai oublié. Donc commençons par un petit cours express de catholicisme. Pourquoi il n'y a que des hommes qui peuvent devenir prêtres ? Je pense qu'il n'y a pas véritablement de réponse, au sens où il y a une sorte d'évidence jusqu'à il y a très peu. Toutes les institutions étaient pilotées, commandées par des hommes, et la question ne se posait pas trop. C'est vraiment à la Révolution française, on commence à se poser la question, c'est la réponse, on exclut les femmes de la citoyenneté. Il faut attendre 45 en France pour que les femmes aient le droit de vote.
etc., etc. Et la question des hommes paraît évidente jusque-là dans l'Église. Et à partir des années 70 en France, des femmes catholiques revendiquent l'accès à la prêtrise. À partir de là, l'Église répond. C'est-à-dire qu'elle se sent obligée de trouver des justifications à ce dont on n'avait pas besoin de justifier. Avant, il ne s'était même jamais posé la question. C'est la tradition. C'est pareil. L'Église, c'est cette formidable institution qui a 2000 ans d'histoire, où tout bouge en 2000 ans, rien, enfin, ça n'arrête pas de bouger, et en même temps, on n'arrête pas de construire sa propre image comme une image de stabilité. Ça se comprend, puisque l'Église a intérêt à être stable, et montrer qu'elle est toujours la même, parce qu'elle transporte un message qui vient d'ailleurs, qui est de toute éternité, etc. Donc en fait, elle est tout le temps en train de reconstruire des justifications pour justifier les dispositifs, dont le dispositif de la continence chez les prêtres. Donc en fait, c'est vraiment avec l'Église carolingienne que s'installe progressivement l'idée qu'on ne peut pas être impur quand on se saisit de l'hostie consacrée et du vin consacré qui représente le corps et le sang du Christ à l'autel. Et donc progressivement, on va demander aux prêtres de ne pas avoir de relations sexuelles avec leurs femmes avant le dimanche. Puis progressivement va s'imposer la règle de finalement, en fait, on vous demande d'être célibataire. Ah, parce que pendant toute une époque, ils étaient mariés. Voilà, jusqu'à la réforme grégorienne qui s'étend du 8e au 11e siècle, en gros, les prêtres peuvent être mariés, etc. D'accord. Qu'est-ce qui est la masculinité acceptable selon l'Église catholique ? Alors, ce qui est marrant, c'est que l'Église catholique a un discours prolifique sur les femmes, sur le génie féminin, comme dit Jean-Paul II, essaye de définir la spécificité des femmes, mais n'a jusque-là, aucun discours sur la masculinité en tant que telle. Et ça, c'est pas que dans l'Église, en fait, partout dans la société, le masculin jusqu'à peu était cette espèce d'universel neutre dont on n'en parlait pas puisque c'était évident. Et aujourd'hui, on voit poindre, notamment dans les textes de François, quelques éléments sur, en fait, c'est quoi être un homme en tant qu'homme, et non pas un homme au sens où c'est évident, etc. Et donc, il n'y a pas d'encyclique... sur la virilité, voilà, la masculinité... Il y en a une sur la femme, d'ailleurs, pas les femmes, mais il n'y en a pas sur les hommes. Et ça, c'est typique des privilèges des dominants, en fait. Les dominants n'ont jamais de discours sur eux-mêmes. Ils sont là, dans l'évidence de leur être et de leur dominance. Reste que l'Église s'affronte dès le 19e siècle à une espèce de phénomène que les historiens appellent le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire l'Église se rend bien compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les assemblées cultuelles. Et donc, développe non pas un discours construit, mais en tout cas tout un tas de stratégies pour ramener les hommes, pour tenir les hommes, pour les catholiciser, etc., etc. On utilise notamment les femmes pour ça. On catéchise les femmes et on leur donne comme mission d'aller convertir leur mari. Et donc, cette masculinité catholique qui s'installe au XIXe siècle, c'est quand même une masculinité qui se construit aussi face et contre la masculinité républicaine qui s'impose. Le 19e siècle, c'est la guerre des deux France, où l'Église rêve encore d'une restauration de la monarchie, et la République rêve que d'un truc, de la disparition de cette Église. Tout en reprenant à l'Église, d'ailleurs, ces dispositifs de contrôle de la société, comme l'école, comme le cours de morale, qui n'est qu'une reprise du catéchisme, etc. Enfin bref. Et donc, l'Église se construit contre cette masculinité républicaine, qui, je rappelle aussi, est une masculinité d'une république dont les citoyens sont des soldats aussi. Et donc, cette masculinité, elle a aussi un certain petit paradoxe, c'est qu'un homme catholique, c'est aussi un homme doux, un homme de charité, etc. Donc, qui incarne des valeurs qui sont plutôt codées à l'époque et jusqu'à il y a peu comme des valeurs féminines. Oui, parce qu'on encourage quand même dans le catholicisme à faire preuve de tempérance, donc par exemple à ne pas boire d'alcool, pas beaucoup. Il y a le fait d'être doux, de ne pas être violent, et toutes ces choses-là, ça va quand même en contradiction avec la masculinité promue traditionnellement. Il ne s'agit pas de fixer les choses parce que c'est toujours un jeu de tension. C'est qu'à la fois, il faut donner des gages, on est bien des hommes quand on est un homme catholique. Donc il y a aussi une sorte de promotion d'une virilité catholique. Et en même temps, on est aussi des catholiques et donc il faut affirmer sa différence. Et c'est jamais simple.
En fait, si les hommes sont moins nombreux dans les assemblées, c'est aussi que se positionner comme un homme dans le catholicisme, à cette époque-là, c'est pas simple. D'autant plus qu'il y a tout un discours sur la féminisation du catholicisme, donc, etc., qui est notamment entretenu par les anticléricaux. Les caricatures anticléricales sont, à la fin du 19e siècle, assez symptomatiques d'une sorte de déféminisation du prêtre et du catholique, alors que la République, elle est forte, etc. Ah oui, donc Mais de toute façon, le genre, ça dit toujours des rapports de pouvoir. Et donc, ça sert toujours, notamment quand les choses sont plus évidentes ou les choses sont en conflit, ça sert à soit se valoriser, soit dévaloriser son adversaire. Donc, les républicains disent, enfin, les anticléricaux disent, regardez, c'est catholique, tout c'est féminé, c'est pas la vraie virilité. Chez nous, on est viril. Entre autres, et puis il y a des effets pour contrer ce genre de discours, etc. Dans l'Église catholique, par exemple, en mobilisant l'imagerie des croisades, ce genre de choses ? Oui, par exemple, on peut voir dans la fondation du scoutisme catholique la réutilisation, alors qui s'appuie sur le romantisme du 19e siècle, de la chevalerie, comme ce modèle de l'homme catholique. Chevalier, ça veut dire à la fois une puissance guerrière et en même temps la capacité de prendre cette puissance guerrière et de la mettre au service du petit, de la veuve et de l'orphelin, comme on dit dans la chevalerie, quoi. Voilà, on insiste un peu sur cette histoire du 19e siècle parce que ça va éclairer évidemment ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en partie, mais on va y venir un peu plus tard. Là, je voudrais qu'on aborde un sujet qui a été objet de stupéfaction pour moi en lisant tes articles, Jocelyne. Alors, je confesse que moi, j'ai été élevée dans une culture aussi catholique, dans une pension tenue par des religieuses, etc. Enfin bon, je devrais être plutôt au courant. Et en fait, je découvre en lisant tes articles que l'Église, ça a été un super placard pour les homosexuels pendant des siècles et des siècles. En tout cas, c'est ce que te dit un prêtre avec qui tu t'entretiens. Oui, en fait, c'est assez intéressant parce que ton propre étonnement est l'effet d'une construction sociale et historique. C'est-à-dire que l'Église a largement contribué à construire un regard des fidèles ou des gens sur le prêtre qui est désexualisant. Donc on ne voit plus le prêtre comme un être sexué, ou alors on le construit vraiment à l'opposition comme un super prédateur ou une super proie, pervers. Mais en tout cas, pour le catholique moyen, le prêtre n'est pas vu comme un être disponible sexuellement et intéressé sexuellement. Et donc ça a une vertu, ça permet, notamment dans une société où le mariage est obligatoire, pour des hommes pas intéressés par le mariage, pas intéressés par la sexualité, hétérosexuels, on s'entend, ou conscients qui veulent y échapper, d'avoir une autre façon légitime d'être homme. Puisque être prêtre, c'est légitime, c'est jusqu'à il y a peu être un notable dans la ville, et donc voilà, et on n'a pas cette obligation au mariage hétérosexuel, s'entend. D'où, à mon avis aussi, la très forte lutte de l'Église contre le mariage homosexuel, parce que si les homosexuels peuvent se marier, ils seront peut-être plus très intéressés pour devenir prêtres. Or, on manque de prêtres. Ok, donc il y a une surreprésentation d'homosexuels chez les prêtres. Oui. C'est un espèce de secret de polichinelle. C'est-à-dire que dès qu'on discute un peu en confiance avec n'importe quel prêtre, alors n'importe quel prêtre, ça dépend. Mais en tout cas, on le sait de l'intérieur, mais on ne le dit pas. Et c'est intéressant parce que moi-même, je suis issu d'une famille catholique et j'ai grandi dans ce milieu-là. Et quand je raconte mes petites histoires là-dessus, des gens, tout d'un coup, ont un espèce de tilt en disant « mais oui, mais c'est évident, mais bien sûr. » Bien sûr, voilà. Mais ça, et les gens disent évidemment, en fait, c'est que des mecs qui vivent entre eux et tout, comment, bien sûr. Alors, il n'y a que des hommes, oui, et en même temps, ils sont tout le temps en train de travailler des femmes. Puisque la majorité des bénévoles ou des salariés de l'Église laïque sont des femmes. Donc, pour faire ton enquête pour ta thèse, tu t'entretiens de cette question de l'homosexualité avec plusieurs prêtres et donc tu en rencontres de plusieurs types. Et on va voir qu'il y a tout un vocabulaire qui existe à l'intérieur de l'Église pour désigner les différents rapports que ces prêtres peuvent avoir à l'homosexualité, au secret, etc. Je tiens à dire d'abord que la question de la masculinité des prêtres, elle ne se réduit pas à la question de la sexualité des prêtres et encore moins à la question de l'homosexualité des prêtres. Ah oui, parce qu'il y a quand même un truc, pardon, on fait un peu dans le désordre, mais il y a quand même un truc évident qu'il faut rappeler, c'est que l'Église condamne l'homosexualité, elle a toujours condamné.
Voilà, le dernier discours de l'Église, qui est une atténuation de cette condamnation, c'est de dire on condamne l'acte, les pratiques homosexuelles, on ne condamne pas l'individu, la personne. Sauf que, voilà, c'est une sorte de pis-aller pour continuer à condamner l'homosexualité. Ça met quand même les personnes en difficulté, puisque la demande de l'Église dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est si vous êtes homosexuel, abstenez-vous. De relations sexuelles. Et c'est là ouais. où on voit l'ambiguïté. C'est qu'est-ce qu'on demande aux prêtres ? Abstenez-vous. Et qu'est-ce qu'on demande aux homosexuels ? Abstenez-vous. Donc le mieux, finalement, si vous êtes né dans une culture catholique et que vous croyez et que vous vous rendez compte que vous êtes homosexuel, le mieux, c'est d'être prêtre. Vous avez les bénéfices de la reconnaissance, du prestige, d'un statut social, et vous n'êtes pas obligé de vous taper tous les affres de l'hétérosexualité contrainte dans un couple où il faut faire semblant, etc. etc. Donc vous voyez, c'est construit, enfin, c'est quasiment les mêmes exigences pour un homosexuel et pour un prêtre. Et quand on dit ça, évidemment, ça énerve. Parce qu'il y a un tabou derrière. Et évidemment, l'Église est en train de construire un contre-discours pour éviter ça. C'est tout le discours depuis 2005 d'expliciter on n'ordonne pas des homosexuels. Et ça, on va en parler, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, moi je rencontre des prêtres. Tu rencontres des prêtres, tu leur dis pas, voilà, je voudrais vous parler d'homosexualité, tu parles de plein de trucs avec eux et puis tu abordes cette question-là. Je commence d'abord à rencontrer des prêtres avant d'être le chercheur que je suis aujourd'hui. Et évidemment, les questions que je me suis posées, c'est bien parce que j'ai été confronté à la réalité des prêtres et que ça m'a posé des questions en me disant, tiens, qu'est-ce qui se joue là-dedans ? Pourquoi il y a tout ça ? Pourquoi il y a des crispations ? Pourquoi je sais pas quoi ? Donc, par exemple, Julien, je le rencontre avant d'être chercheur. Et tu dis, il te drague, d'ailleurs. Et je dis qu'il me drague. Oui, effectivement, Julien est un moine et il se trouve que je mange dans son abbaye lors d'une retraite et il me drague délicatement sous la table. Voilà. Ce qui me permet... Alors l'avantage, c'est là où j'ai un petit avantage par rapport à n'importe quel autre sociologue, c'est que ce genre de truc, je le sais avant d'être sociologue. Donc je peux retourner voir Julien, sachant qu'on a eu cette pré-relation, peut me parler franc jeu de son existence en tant que prêtre homosexuel, pratiquant parfois, etc., etc. Pratiquant, non pas au sens de la prière, mais pratiquant au sens homosexuel du terme. Et Julien, il appartient à ce que les autres appellent la catégorie de la grande folle de sacristie. Oui, la grande folle de sacristie, c'est pas moi qui ai inventé le terme. J'aurais bien aimé parce que je le trouve assez beau. C'est un terme interne à une certaine subculture gay au sein du clergé. Mais ça, il y a une subculture gay au sein du clergé. Très ancienne. Attention, parce qu'il ne faudrait pas que nos auditeurs et auditrices entendent lobby gay par derrière, parce que lobby gay, c'est un terme utilisé par les conservateurs pour mener leur bataille au sein même de l'institution. Donc la grande folle, c'est cette figure assez archétypale dans la culture gay de l'homme à la fois averti, homosexuel et complètement extravagant, qui surjoue une sorte de féminité, etc. Et donc Julien est assez typique de cette grande folle de sacristie, comme on dit dans le milieu clérical, puisqu'il surjoue une sorte de féminité. Il parle de ses confrères au féminin. Alors il fait ça devant moi, parce qu'il sait très bien... Attention, quand on est sociologue, on a aussi en face de nous des gens tout à fait intelligents, cortiqués, et qui savent très bien jouer aussi avec le sociologue. Il n'y a pas que nous qui jouons avec nos enquêtés. Et donc voilà, il incarne ça. Tu rencontres après le père Robert. Robert, alors Julien me dénonce dans son discours, il dénonce les prêtres qui se cachent et qui ont un double discours. Et il rigole aussi un peu de ce qu'il appelle les pseudos, c'est-à-dire ces prêtres homosexuels qui essayent de bouger les choses de l'intérieur, mais qui sont tellement prudents que c'en est presque risible à ses yeux. Moi, je n'ai pas à juger de... Voilà, donc Robert, c'est un peu ce modèle du pseudo, c'est-à-dire un prêtre intellectuel qui écrit beaucoup, qui écrit sur ces sujets, jamais à propos du clergé. Quand on parle de l'homosexualité, on parle toujours des fidèles, et qui essaye de faire bouger l'institution. Et son incarnation physique, parce que la masculinité c'est aussi quand on a quelques codes de la culture homosexuelle, c'est plutôt un bear, comme on dit, un ours. Et les ours, c'est
toute une subculture gay qui se développe dans les années 80 en réaction à la fois aux grandes folles et aux gays machos des années 70 et qui incarne une sorte de masculinité nounours, sympathique, on cultive le poil, on aime bien la rondeur. C'est aussi parce que c'est des hommes qui dépassent un certain âge et qui n'ont plus les moyens de jouer dans un certain monde gay où on cultive la beauté, l'esthétique, le muscle, etc. Et donc voilà, il incarne assez bien ça et il incarne aussi cette idée d'un pseudo, c'est-à-dire il adhère... je raconte qu'il adhère à une association LGBT catholique de manière discrète. Donc ça, c'est pour les pseudos. Et puis, il y a un troisième type, c'est le père Adrien. Alors, comment ça se passe avec lui, ce père Adrien ? Alors, aussi pour préciser aux auditeurs et auditrices, tout ce que je raconte est largement modifié pour empêcher qu'on puisse retrouver les individus, puisque ces individus prennent des risques à me parler de leur déviance par rapport à la norme ecclésiastique. Donc je les ai protégés largement en modifiant tout un tas de trucs, mais en gardant aussi la vérité évidemment sociale qu'ils incarnent. Et donc Adrien, pour moi, c'est celui qui est le plus difficile à atteindre, parce que le sociologue ne peut pas tout, surtout quand il enquête sur des déviances par rapport à une règle. Adrien, c'est la taupe. Et la taupe, c'est un vocabulaire de l'espionnage. C'est celui qui veut absolument pas qu'on le perçoive comme homosexuel et qui va utiliser tout un tas de stratégies de leurre pour éviter qu'il soit vu comme homosexuel. Quand je dis homosexuel, ça peut être pratiquant ou pas pratiquant. Il se trouve que pour l'Église, même quand vous n'êtes pas pratiquant, vous ne devriez pas être prêtre, alors qu'on leur demande d'être chaste. Enfin, il y a des... Voilà. Et donc, Adrien va être extrêmement sévère vis-à-vis de l'homosexualité, notamment pour se protéger. C'est l'homosexualité intériorisée. Et donc, il reprend tel quel le discours... L'homophobie intériorisée. J'ai dit quoi ? L'homosexualité intériorisée. Voilà, l'homophobie intériorisée, etc. Donc lui, il a un discours très homophobe. Il a de fait un discours très homophobe. Et c'est compliqué parce que il ne s'agit pas de jeter la pierre à ces individus-là, il s'agit aussi de comprendre dans quelles contraintes et monde de contraintes parfois paradoxales où ils sont pris. Tu dis que plus on monte dans la hiérarchie du clergé, plus il y a d'homosexuels. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un théologien très conservateur qui était une particularité puisqu'il a travaillé au Vatican, mais il était laïque, un des rares théologiens laïques qui travaillait au Vatican, qui a fait son coming out, un Allemand, Berger, il s'appelle, et qui dit ça. Et je pense que c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à vous reprocher, par exemple l'homosexualité, et que vous êtes prêtre, eh bien vous avez tendance à surjouer le bon élève. C'est-à-dire, et si vous surjouez le bon élève, vous avez tendance à monter dans la hiérarchie. D'où l'idée de Berger que cette surreprésentation homosexuelle au sein du clergé est encore plus forte en haut de la hiérarchie ecclésiale plutôt qu'en bas. Le deuxième fait, c'est qu'il y aurait encore plus d'homosexuels dans le clergé régulier, c'est-à-dire chez les moines, que dans le clergé séculier, c'est-à-dire des prêtres. Toute la construction de l'Église, c'est de tenir ses prêtres par ses laïcs, par ses fidèles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le prêtre se maintient dans des normes qui ne sont pas complètement habitables, ou qui sont dures à habiter en tout cas, c'est le regard des fidèles. C'est évident que quand vous êtes dans un ordre religieux régulier, donc, monastère, un couvent, etc., que vous n'avez pas charge d'âme, comme on dit dans le vocabulaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas curé d'une paroisse, vous pouvez vivre plus librement, plus ouvert, du coup, aussi, votre homosexualité. Je ne sais pas s'il y en a plus ou moins, en tout cas, ça se parle plus, y compris entre frères dans un couvent, par exemple, plus librement dans le clergé régulier plutôt que le clergé séculier, c'est-à-dire le clergé en paroisse. Et puis, il y a un autre effet, rapidement, qui est qu'en fait, il y a de plus en plus de candidats à l'ordination qui sont homosexuels. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Oui, en fait, c'est plus précis que ça, c'est qu'il y a une sorte de concentration, d'où l'augmentation de la proportion des prêtres homosexuels. De la proportion, pas forcément du nombre, puisque le nombre de prêtres diminue. Mais il y a d'abord un déficit de recrutement
qui n'est pas lié à la sexualité, mais lié à l'ascension sociale. Jusque dans les années 60, être prêtre, c'est une forme de notabilité, et que pour tout un tas de garçons de familles, notamment rurales, être prêtre, c'est envié comme position. C'est comme devenir médecin, pharmacien, notaire, etc. Quoi. Exactement. C'est d'abord une occasion de faire des études, alors qu'à l'époque, on ne fait pas des études en collège gratuites, et c'est l'occasion d'une notabilité. Donc, dès qu'un enfant est repéré, il rentre au petit séminaire, donc il rentre à 12 ans souvent. Donc, les choses se font de manière assez précoce. Et voilà. Donc tout ça vole en éclats à partir du moment où le petit séminaire devient obsolète. D'abord parce que se met en place les collèges. Et la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Et ensuite parce que le petit séminaire est aussi décrié, parce que ça apparaît comme une institution à la fois obsolète et un peu totale, comme dirait Goffman, c'est-à-dire que mettre des gamins à 12 ans avec un pré-choix vocationnel, c'est un peu rude, voilà. Et donc, cet arrêt des petits séminaires, c'est aussi le déficit de tout un tas de personnes qui venaient de milieux plutôt populaires, rural, qui rentraient dans la prêtrise. Et puis, il y a un deuxième effet, donc ça, c'est par le bas, déficit d'ascension, de vocation par ascension sociale, y compris chez les hétérosexuels. Deuxième effet, c'est que dans les années 70, c'est la crise post-conciliaire dans l'Église catholique, ça part dans tous les sens, il y a des prêtres qui revendiquent le mariage. Finalement, les évêques de France, assez courageux à l'époque, amènent la question au Vatican, la question est tranchée, il n'y aura pas de prêtres mariés. Et donc, il y a tout un tas de prêtres qui, aussi pour des raisons idéologiques, parce qu'ils voudraient que l'Église soit plus militante, etc., quittent. Et globalement, ceux qui quittent, on a une enquête de Julien Potel là-dessus, se marient. Ils ne quittent pas forcément pour se marier, mais en tout cas, ils se marient tous. Et ils se marient avec une femme. Ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas forcément envie de se marier ou qui ont toutes les raisons conservatrices de rester. Et donc, ces deux effets, absence de recrutement pour ascension sociale sans discrimination entre les sexes, plus sortie d'un paquet d'hétérosexuels, fait qu'il y a concentration. Troisième effet aussi de concentration, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement des prêtres se resserre dans une bourgeoisie conservatrice où, effectivement, si on se perçoit plus ou moins consciemment comme homosexuel, l'horizon des possibles n'est pas très large. On ne va pas ramener un copain et se marier à la maison et se marier avec lui. Et donc, vu que le modèle du prêtre est valorisé, etc., comme un modèle noble de sacrifice, etc., on va vers là. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a une surconcentration homosexuelle aujourd'hui, et qui fait que ça déborde aussi, au sens où le placard déborde, s'ouvre de l'intérieur, parce que un certain nombre d'entre eux ont pu fréquenter, être socialisés en partie aussi dans des milieux gays. Et du coup, à intérioriser les codes de cette culture-là. Et donc, ça se voit. C'est-à-dire que ça ne se parle pas forcément en parole, mais ça se parle parfois aussi par tout un tas de codes culturels, que ce soit la posture, que ce soit le choix de vêtements, que ce soit des signes, etc. Et ça, pour l'Église, c'est gênant. Si ça se voit, c'est gênant. Oui, en fait, tout ce truc de l'Église, c'est quasiment faites ce que vous voulez, mais que ça ne se voit pas, quoi. Que ça ne se sache pas, que ça ne se voit pas. Notamment, oui. Et donc, en 2005, donc c'est Benoît XVI, l'Église interdit à ceux qui pratiquent l'homosexualité ou qui présentent des tendances homosexuelles, je cite, ou qui soutiennent la prétendue culture homosexuelle, de devenir prêtre. Oui, alors ce texte est assez intéressant parce que d'abord, tout au long des siècles, l'homosexualité des prêtres a permis un truc assez bon pour l'Église, c'est que s'il y avait déviance sexuelle, pratique sexuelle, il n'y avait pas d'enfant comme preuve publique de cette déviance sexuelle. Si vous couchez avec une femme, il y a toujours un risque d'enfant. On ne maîtrise pas vraiment la contraception. Donc pour l'Église, c'était bien pratique. Paradoxe, c'est que ce texte veut dire, attention, à partir de maintenant, on n'ordonnera plus des personnes avec des tendances profondes homosexuelles. Parce qu'on distingue dans l'Église les tendances pas très profondes, ça peut arriver, voilà, c'est comme ça, etc., les tendances profondes. Et ceux qui défendent la prétendue culture homosexuelle. C'est intéressant parce qu'on peut être hétérosexuel et défendre la culture, l'existence et la légitimité d'une culture homosexuelle. Donc on sent bien que l'enjeu, c'est attention, il ne faut pas donner à l'homosexualité une place légitime à côté de l'hétérosexualité. Je voudrais qu'on en arrive à un sujet
comment dire, c'est toujours délicat d'en arriver à ce sujet-là parce que je ne sais pas comment faire pour ne pas me mettre dans les pas de ceux qui, chez les catholiques, vont lier l'homosexualité et la pédophilie. Parce que c'est un discours qui est tenu par l'Église catholique. Oui, il y a des problèmes de pédophilie dans l'Église, mais c'est pareil que l'homosexualité, tout ça est lié, etc. Mais bref, parlons de pédophilie dans l'Église catholique, de ses rapports avec la masculinité. Donc, les scandales de révélation des abus sexuels pédophiles commis par des prêtres se sont succédés presque sans interruption depuis le milieu des années 90. Ça concerne tous les pays et tous les milieux. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'ampleur des cas de pédophilie et d'abus sexuels pédophiles dans l'Église catholique ? Il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur cette question-là. Parce que d'une part, on est face à une institution qui a couvert, et c'est peut-être ça, en fait, le foyer du scandale, c'est pas qu'il y ait des prêtres pédophiles, c'est qu'il y a une institution qui les ont protégés. Ouais. Voilà, il y a un différentiel assez massif entre l'exigence que porte l'Église vis-à-vis d'une société, de la société, et visiblement la complaisance qu'elle a vis-à-vis de ses propres représentants. Face à ces scandales, la réaction catholique, c'est souvent la dénégation. La dénégation qui peut passer par ces quelques brebis galeuses, la dénégation qui peut passer par « Ah, mais c'est de la faute des homosexuels dans l'Église », notamment de la part d'un certain nombre de gens conservateurs qui, en fait, savent qu'il y a des homosexuels dans l'Église, notamment dans leur rang. Et ensuite, oui, mais il y en a aussi en renvoyant sur l'état de la société. En fait, il y en a autant dans l'Église que dans l'éducation nationale, etc. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une sorte de dénégation sur l'abus, les abus et la pédocriminalité. D'ailleurs, j'aime pas trop qu'on dise... on n'arrête pas de dire pédophilie, mais... Ouais, c'est vrai, c'est l'amour des enfants, c'est quand même vraiment étrange comme terme, en fait. C'est la pédocriminalité. Mais d'abord, pédophilie, c'est un terme psychiatrique. Et donc, on est encore en train de fabriquer des monstres, comme on a fabriqué des monstres pendant des années pour toutes les déviances. Il y a de la pédocriminalité, et ça peut être effectivement le fait de gens qui ont des symptômes de pédophilie, mais peut-être d'autres aussi. Voilà. Et il n'y a pas que sur les enfants. Il y a des abus sexuels sur aussi des adultes, aussi sur, etc. Voilà. Mais en tout cas, globalement, l'Église a bien protégé tous ces gens-là. Moi, je pense que ce qui joue aussi dans l'Église, c'est qu'on n'accepte jamais le pouvoir comme tel. Il faut toujours que le pouvoir soit métaphorisé et atténué comme... l'idée d'un sacrifice, d'un don de soi et d'un service pour les plus faibles. Métaphorisé, tu veux dire qu'ils parlent jamais, ils font comme s'ils n'avaient pas de pouvoir sur les gens, mais comme s'ils étaient au service oui, et d'ailleurs, cette rhétorique du service, du pouvoir-service, c'est celle qui sert aujourd'hui en partie à dire non à l'ordination des femmes. Pourquoi les femmes voudraient être prêtres si la prêtrise n'est pas un pouvoir, mais un service ? Et donc, penser le pouvoir comme un service, encore une fois, je pense que ça empêche de penser les abus de pouvoir. Oui, parce qu'il ne peut pas y avoir d'abus de service. Voilà. De toute façon, je pense qu'on va refaire un épisode sur la pédocriminalité et certainement, peut-être, je ne sais pas, mais sur la pédocriminalité des prêtres, la pédocriminalité dans l'Église catholique. Qu'est-ce que tu voudrais que tout le monde sache sur les études de genre ? Comment toi, ça a modifié ta manière de voir le monde, de voir les relations entre les hommes et les femmes, tes relations aux autres ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important, quelque chose que tu voudrais que tout le monde sache, en fait ? Que toi, tu as tiré de l'enseignement des études de genre ? Je pense que la masculinité des prêtres peut paraître anecdotique pour un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs. En fait, on interroge toujours un système... soit par son centre, soit par sa périphérie. La masculinité des prêtres est à la périphérie, mais elle dit plein de choses sur comment est construit le système de genre. Voilà. Donc ça, par rapport à mon sujet, je trouve qu'il est extrêmement... C'est une sorte de mini-laboratoire qui permet de tirer les fils du système de genre et de sexualité, et donc dans la société. Dans le voir dans la société, évidemment. Et qu'est-ce que j'en ai tiré personnellement ? J'essaye toujours, comme tout militant pro-féministe qui se doit, de... faire gaffe, modifier ses pratiques, puisqu'on hérite d'une socialisation de privilégiés quand on est un homme blanc cisgenre comme je suis, et de faire gaffe, voilà, parce on est aussi travaillé au corps, travaillé à l'intelligence par ce système-là, qui nous positionne et qui nous
donne des attitudes, des postures, des manières de penser. Voilà. Je trouve ça intéressant, au-delà des questions de genre, de toujours, c'est la question de l'épistémologie du point de vue situé, c'est-à-dire de penser que ceux qui subissent un système de domination savent beaucoup plus que ceux qui l'exercent sur ce système-là, et donc de se mettre à l'écoute. Les études de masculinité sont nées en partie parce que les femmes ont parlé. Et du coup, ça a permis de penser les dominants, non pas comme des êtres évidents qui existent depuis toujours, mais comme des êtres construits. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. Quelle est l'œuvre que tu as envie de recommander, l'œuvre artistique que tu as envie de recommander aux auditrices et aux auditeurs ? Alors, j'avais pensé à 2 œuvres cinématographiques intéressantes qui renvoient aussi à un article que j'ai écrit sur le prêtre dans le cinéma. Parce que si le prêtre est un individu qui devient rare dans la société, il y a plus de 12 000 prêtres aujourd'hui en France, dont 26% qui sont des prêtres d'importation, donc des prêtres étrangers, qu'on fait venir pour combler les trous, eh bien, le prêtre est omniprésent dans le cinéma français. 2 œuvres, Léo Morin, prêtre, où le prêtre est joué par Belmondo, une œuvre des années 60 ou 70, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, où les catholiques qui ont vu un prêtre fidèle à son engagement à la chasteté, et où en même temps, on peut voir un prêtre qui profite de son engagement à la chasteté pour séduire une femme, puis lui dire non, touche pas. Donc, un allumeur, quoi. Un allumeur. Intéressant parce qu'il y a ces doubles lectures et qui sont toutes les deux valables. Puis c'est Belmondo, c'est intéressant. Voilà. Et deuxième film qui nous ramène dans les années 2010, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Mais tu recommandes pas ça sérieusement ? Je recommande ça sérieusement. Il s'agit de regarder dans la culture. Et là, vous avez un prêtre. Allez voir ce prêtre. Il est extraordinaire parce que c'est un prêtre jeune, quasiment renvoyé du côté de la féminité et de l'enfance. Donc on voit bien qu'en termes de hiérarchie entre les masculinités, on renvoie le prêtre du côté de la femme et de l'enfant, et qui chante sur aigu, qui rigole, qui glousse, etc., qui fait de l'achat compulsif de robes sur Internet, etc. De robes de prêtre ? Oui, évidemment. D'accord. Mais de robes, quand même. Ouais. Le prêtre, c'est l'homme qui porte une robe. Oui. Oui, déjà, il y a trouble dans le genre. La tenue professionnelle, c'est la robe. Ouais, il y a trouble dans le genre. Il y en a d'autres, il y a le juge aussi, mais elle n'est pas perçue de la même manière quand même. Enfin voilà, mais on voit bien... parce que c'est un bon film, tu es d'accord ? Tu recommandes ce film parce que bien ça sûr, raconte des c'est trucs par sur rapport la au société. sujet. Ah oui, d'accord. Okay. Et on voit bien l'évolution du regard de la société sur le prêtre. Et en même temps, dans ce film, Tabou, le prêtre est extrêmement superficiel, c'est-à-dire qu'on n'interroge pas sa sexualité. On sous-entend que... Voilà. Et je trouve que la comparaison entre les 2 films des années 60 et le film des années 2010 est extrêmement intéressante. Et si ça vous intéresse, j'ai fait ce petit travail de comparaison sur 120 films dans un article. Merci Jocelyn. Je vais mettre le lien sur le site internet. D'ailleurs, toutes les références qu'on a évoquées pendant l'émission sont à retrouver sur le site internet de Binge Audio, donc binge.audio. C'était le 26e épisode des Couilles sur la table. Vous pouvez retrouver tous les autres sur le site de Binge Audio et sur toutes vos applications de podcast. Si cet épisode vous a plu, chères auditrices, chers auditeurs, dites-le sur les réseaux sociaux, mettez des étoiles sur l'application Apple Podcast et rédigez des commentaires un peu partout. Vous pouvez aussi m'écrire à lescouillessurlatable@binge.audio. Je vous lis avec attention. Merci beaucoup. Binge.